Il y a ce moment étrange, presque dérangeant, où tout semble clair et pourtant vous restez. Vous savez que quelque chose ne va pas. Vous sentez la tension constante, l'usure, la fatigue émotionnelle. Vous vous surprenez à imaginer votre vie autrement, ailleurs, plus légère. Et malgré cela, vous ne partez pas. Vous trouvez des raisons. Vous attendez un changement. Vous vous accrochez à des souvenirs, à des promesses, à des fragments de douceur. À l'extérieur, cela paraît incompréhensible. À l'intérieur, cela paraît inévitable. Ce paradoxe est l'un des plus troublants des dynamiques relationnelles humaines. Pourquoi rester quand la relation fait mal ? Pourquoi l'idée de partir provoque-t-elle parfois plus d'angoisse que l'idée de continuer à souffrir ? Ce n'est pas une question de faiblesse. Ce n'est pas non plus une simple dépendance affective au sens caricatural du terme. C'est un mécanisme psychologique profond où s'entremêlent attachement, peur, espoir et mémoire émotionnelle. Lorsque l'on parle d'attachement, on évoque souvent la théorie développée par John Bowlby et approfondie par Mary Ainsworth. Selon cette perspective, nos premières expériences relationnelles façonnent notre manière d'entrer en lien. L'enfant apprend à travers la figure d'attachement si le monde relationnel est prévisible ou imprévisible, sécurisant ou instable. Ces expériences deviennent des modèles internes opérants, des schémas inconscients qui influencent nos choix et nos réactions adultes. Dans une relation difficile, ces modèles peuvent se réactiver avec une intensité surprenante. Une personne ayant grandi dans un environnement émotionnellement instable peut avoir appris que l'amour est associé à l'incertitude, que l'affection arrive après la tension, que la proximité est suivie d'un retrait. Dans ce contexte, la souffrance n'est pas perçue comme un signal d'alarme, mais comme un élément familier du lien. Le cerveau humain est profondément sensible à la prévisibilité. Lorsque l'environnement relationnel alterne entre moments de chaleur et moments de froideur, il active un système particulier, le renforcement intermittent. Ce mécanisme, étudié en psychologie comportementale, montre que les récompenses imprévisibles sont souvent plus puissantes que les récompenses constantes. Si l'affection n'est donnée que par intermittence, elle devient plus précieuse, plus intense, plus addictive. C'est ici que l'attachement traumatique prend forme. Il ne s'agit pas nécessairement d'un traumatisme spectaculaire, mais d'une exposition répétée à une alternance de sécurité et d'insécurité. L'esprit s'accroche au moment positif comme à une preuve que cela peut fonctionner. Les périodes de tension sont interprétées comme temporaires. L'espoir devient le moteur du maintien du lien. Prenons une situation concrète. Une personne vit une relation où les disputes sont fréquentes, parfois blessantes. Pourtant, après chaque conflit, le partenaire redevient attentionné, présent, presque idéal. Ces phases de réconciliation déclenchent une libération de dopamine et d'ocytocine, hormones associées au plaisir et à l'attachement. Le contraste avec la période précédente renforce l'intensité de la connexion. Le cerveau associe alors la résolution du conflit à une récompense émotionnelle puissante. Avec le temps, cette alternance crée un circuit émotionnel particulier. La tension génère de l'anxiété. La réconciliation génère un soulagement. Ce soulagement est perçu comme de l'amour. Pourtant, il est avant tout la fin d'un état de stress. La relation devient un cycle où la souffrance précède le réconfort et où le réconfort justifie la souffrance. Il est important de distinguer le ressenti subjectif de la réalité du mécanisme. Le sentiment d'amour est authentique, l'attachement est réel, mais il est amplifié par la dynamique de manque et de récompense. La neurobiologie nous montre que le cerveau humain n'est pas uniquement sensible à la qualité d'un lien, mais à son intensité. Or, l'intensité peut être confondue avec la profondeur. Une autre dimension intervient, la peur de la perte. Lorsque l'on envisage de partir, ce n'est pas seulement la relation actuelle que l'on quitte. C'est une projection, un futur imaginé, une identité construite autour du lien.
le cerveau traite la rupture comme une menace. Les mêmes zones cérébrales impliquées dans la douleur physique s'activent lors d'un rejet ou d'une séparation. Partir n'est donc pas une décision purement rationnelle, c'est un affrontement avec une douleur anticipée. Dans certaines dynamiques, la relation a progressivement isolé la personne de son entourage. Moins de contact, moins de soutien extérieur, plus de dépendance émotionnelle au partenaire. Ce phénomène renforce la difficulté de partir. Le lien devient la principale source de validation et de sécurité, même s'il est imparfait. L'idée de le perdre active une peur archaïque, celle d'être seul face au monde. La psychologie sociale souligne également le rôle de l'investissement. Plus nous avons investi de temps, d'énergie, d'émotion dans une relation, plus il est difficile de l'abandonner. C'est le biais du coût irrécupérable. Reconnaître que l'on a investi dans une dynamique qui ne fonctionne pas est douloureux. Rester permet de maintenir l'illusion que cet investissement finira par porter ses fruits. Dans les situations d'attachement traumatique, il existe souvent un mélange paradoxal de peur et de sécurité. Le partenaire peut être à la fois source d'angoisse et source de réconfort. Cette dualité crée une confusion émotionnelle. La personne se sent blessée, mais aussi rassurée par la présence de celui ou celle qui blesse. Le système d'attachement conçu pour nous rapprocher des figures protectrices reste activé même lorsque la figure est ambivalente. Ce mécanisme est particulièrement puissant chez les personnes ayant un attachement anxieux. Elles peuvent ressentir une hyperactivation du système d'attachement face à la menace de séparation. Les pensées deviennent obsédantes, les scénarios catastrophiques se multiplient. L'urgence de préserver le lien dépasse la logique de l'analyse. Il serait simpliste d'interpréter cette difficulté à partir comme une incapacité à voir la réalité. Souvent, la personne voit très bien les problèmes. Elle en parle, elle les analyse. Mais comprendre intellectuellement ne suffit pas à désactiver un système émotionnel profondément enraciné. Le lien affectif ne se dissout pas par une simple prise de conscience. Dans le quotidien, cela se manifeste par des justifications répétées. Il traverse une période difficile. Elle a eu une enfance compliquée. Nous avons aussi de bons moments. Ces phrases ne sont pas des mensonges. Elles reflètent une complexité réelle, mais elles peuvent aussi servir de mécanisme de régulation interne, permettant de réduire la dissonance entre la souffrance ressentie et le maintien du lien. Il est également essentiel de considérer l'image de soi. Quitter une relation peut impliquer de reconnaître que l'on a toléré des choses qui ne nous correspondaient pas. Cela peut fragiliser l'estime personnelle. Rester permet parfois de préserver une cohérence identitaire, celle de quelqu'un de loyal, de patient, de compréhensif. La difficulté à partir peut aussi être liée à la peur de répéter le schéma ailleurs. Si les expériences passées ont été marquées par des ruptures douloureuses ou des abandons, la séparation actuelle peut réactiver ces souvenirs émotionnels. Le cerveau ne distingue pas toujours clairement le passé du présent. Il réagit à la sensation. Il existe enfin une dimension profondément humaine. Le besoin de croire au changement. L'espoir est une force puissante. Il permet de traverser des périodes difficiles. Mais lorsqu'il s'appuie sur des cycles répétitifs non résolus, il peut maintenir une dynamique insatisfaisante. L'espoir devient un facteur de persistance. La souffrance, paradoxalement, peut renforcer l'attachement. Lorsque nous traversons une épreuve intense avec quelqu'un, le cerveau associe cette intensité au lien lui-même. Les souvenirs marquants, même douloureux, renforcent la trace mnésique. La relation devient centrale dans la narration personnelle. Elle occupe une place disproportionnée dans l'identité. Ce n'est pas un hasard si certaines personnes décrivent leurs relations les plus instables comme les plus passionnelles. La passion est souvent nourrie par l'incertitude. La stabilité, en comparaison, peut sembler moins stimulante. Le système nerveux habitué aux montagnes russes émotionnelles peut interpréter la sérénité comme un manque. Comprendre ces mécanismes ne vise pas à juger ni à prescrire une décision. Il s'agit d'éclairer les dynamiques invisibles. Partir ou rester est une décision complexe qui dépend de nombreux facteurs personnels et contextuels. Mais reconnaître l'existence d'un attachement traumatique permet de différencier l'amour de la dépendance au cycle.
Il est possible que la difficulté à partir ne soit pas un signe d'incapacité, mais le reflet d'un système d'attachement activé. Ce système a pour fonction de préserver le lien, même dans l'adversité. Il est profondément humain, il n'est pas irrationnel, il est enraciné dans notre besoin fondamental de connexion. Peut-être que la question n'est pas seulement « pourquoi je reste ?», mais « qu'est-ce que cette relation active en moi ?» Est-ce la peur de l'abandon, le besoin de réparation, l'espoir d'une sécurité que je n'ai jamais vraiment connue? Lorsque ces dimensions sont mises en lumière, le regard change. La décision ne devient pas forcément immédiate, mais elle s'inscrit dans une compréhension plus large. Au fond, la difficulté à partir n'est pas la preuve d'un manque de lucidité. Elle est souvent la preuve d'un attachement profond, mêlé à une histoire personnelle, à des circuits émotionnels, à des souvenirs corporels. Et si le véritable enjeu n'était pas uniquement de quitter ou de rester, mais de comprendre ce qui, en vous, s'accroche si fort à ce lien, même lorsqu'il fait mal?